Amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome, Frédéric Bertoni, qui vous parle aujourd'hui encore d'un petit JT de nouvelles. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, et dont encore un magazine que je vous présente, Ciel et Espace. J'adore ce magazine. Si vous voulez lire l'article, donc je vais vous parler des ondes gravitationnelles, la nouvelle astronomie. Voilà. Donc, des scientifiques américains, voilà, ont détecté des ondes gravitationnelles. Donc, comment ils ont détecté ces ondes gravitationnelles? Eh bien, je vais vous le dire. Ils ont détecté avec des appareils un peu spéciaux. Vraiment un petit peu spécifiques, ces appareils. Et ils ont détecté avec ce qu'on appelle des observatoires. Alors c'est LIGO, le premier qui a découvert, qui a détecté ces ondes gravitationnelles. Alors ces détecteurs, comment ils fonctionnent? En fait, vous avez deux tunnels. Vous avez deux tunnels. Alors, je vais vous montrer avec deux machins de position. Voilà. Vous avez deux tunnels qui partent comme ça. Tac, tac. Voilà. On va les tenir comme ça, là. Vous avez un laser qui part dans ce sens et un autre laser qui part dans ce sens. Avec un miroir qui reflète la lumière et qui ramène la lumière ici. Un autre qui ramène... Alors je simplifie, je simplifie le truc. Donc voilà, je sais pas si on voit bien un set. Tac, tac, je me recule un peu. Donc avec un laser qui part dans ce sens, un autre qui part dans ce sens, et il réfléchit sur un miroir qui renvoie dans ce sens, et l'autre qui renvoie dans ce sens. Voilà. Donc si la lumière parcourue par les deux lasers, il y en a un des deux, parce qu'il y a un laser de référence et un laser de détection, et même les deux servent de détection et l'autre de référence, mais disons si celui-là détecte l'onde, et que on sait qu'il faut un certain nombre il faut un certain temps pour que le laser fasse l'aller-retour. Si il y a un retard sur l'aller-retour d'un des deux lasers, c'est que le détecteur a détecté l'onde. Une onde provoquée par quoi? Ils ont détecté ces ondes qui ont été provoquées par quoi? Qui ont été provoquées par deux trous noirs. Deux trous noirs, c'est pas deux trous noirs qui sont loin de l'un de l'autre, c'est deux trous noirs qui se tournaient autour de l'un de l'autre. Voilà, ils se tournaient autour de l'un de l'autre. Et à force de tourner autour de l'un de l'autre, ils se rapprochaient petit à petit. Et au bout d'un moment, ils ont fusionné. Alors c'est pas à ce moment-là que l'onde est partie. C'est juste quelques millièmes de secondes avant la fusion, quand ils se sont touchés, que ça a provoqué une onde gravitationnelle. C'est-à-dire que ça a fait quoi? Ça a fait onduler l'espace-temps. Parce que l'univers, c'est pas que des étoiles, des galaxies, des amas de galaxies et tout ça. C'est pas que de la matière baryonique et de la matière non baryonique. C'est aussi, il y a un contenu, et ce contenu est dans un contenant. Imaginez un bol. Le bol, c'est un contenant. Dedans, vous mettez du lait, du cacao, des céréales, tout ça. Alors, le lait, le cacao, les céréales, c'est la matière baryonique. Et le bol, c'est le contenant, c'est-à-dire c'est le tissu espace-temps, ce que Albert Einstein a appelé le tissu espace-temps dans la relativité restreinte et générale. C'est ce qu'il a découvert, le tissu espace-temps. Il a découvert que toute masse dans l'univers formait une courbe, courbait l'univers. À l'endroit où cette masse se trouve, courbe l'univers par rapport à sa masse, par rapport à la valeur de sa masse, elle courbe l'univers à l'endroit où elle se trouve. Par exemple, le Soleil courbe l'univers. Il fait comme un trou, pas comme un trou, mais comme un pli dans l'univers. Il est posé, et boum. Donc quand il y a une lumière d'une étoile qui vient de derrière le Soleil, qu'elle passe proche du Soleil,
cette lumière va être légèrement, alors légèrement par rapport au soleil, pas vraiment légèrement, mais elle va être courbée. Et quand elle va passer à côté de Mercure aussi, elle sera courbée, moins que le soleil bien sûr, puisque Mercure pèse moins lourd que le soleil, mais elle sera légèrement courbée aussi. Donc ces deux trous noirs, ils ont courbé l'univers à ce moment-là, et à force de se tourner autour, ils formaient un pli qui se plie quand au moment avant, juste avant la fusion, ce pli s'est libéré et a fait onduler l'univers comme si vous étiez, comme si l'univers c'était ce fameux gâteau anglais, enfin cette fameuse pâtisserie anglaise là, la gelée. Ça a fait vibrer l'univers. Et donc cette vibration s'est propagée, et elle se propage encore, hein, et elle est arrivée jusqu'à la Terre, et elle est passée par les détecteurs américains, donc LIGO, déjà en premier, le LIGO, hein, voilà. Et le deuxième, eh ben, je ne me rappelle plus de son nom, parce que voilà, l'article, ça fait un moment que je l'ai lu, et je voulais vous en parler bien avant, mais bon, faute de temps, j'ai pas pu vous en parler avant, voilà. Donc, voilà, cette onde gravitationnelle a été provoquée par la fusion de deux trous noirs qui ont courbé l'espace-temps à ce moment-là, et l'espace-temps, eh ben, il a courbé, il a ondulé, et cette ondulation, on l'a ressentie, enfin, on l'a ressentie, pas vraiment, parce que c'est très dur à détecter, parce que les trous noirs, ils se trouvaient tellement loin que l'ondulation, je vais prendre une image que les scientifiques n'aiment pas bien. Vous prenez un lac. Le lac, il est calme, il est plat. Il n'y a pas de vague, il n'y a rien. Vous prenez une pierre, vous l'achetez. Ça va former des ondes circulaires qui vont se propager. Mais plus ces ondes vont s'éloigner de l'endroit de l'impact, plus elles vont diminuer d'intensité. Donc forcément, quand ces deux trous noirs qui se trouvent très très loin, à des milliers d'années-lumière, enfin pas des millions parce que c'est dans la galaxie, des milliers d'années-lumière, voire des dizaines d'années-lumière, très loin, ces ondes en arrivant jusqu'à la Terre, elles étaient infines, tellement infines qu'il faut des détecteurs spécifiques qui sont vraiment sensibles aux ondes. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait rien qui puisse provoquer une onde. Ces détecteurs, d'ailleurs, sont dans des chambres presque à vide. Ces lasers, avec ces miroirs et tout ça, ils sont dans des chambres presque à vide. C'est-à-dire, il y a rien. Ils sont en plus sur des suspensions spécifiques, machin. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il n'y a aucune vibration qui doit venir les emmerder, ces détecteurs. Voilà. Parce que vous rentrez dans ces trucs-là, dans ces deux tunnels, si vous tapez des mains comme ça, c'est foutu. Le truc, il va dire, oulala, les ordinateurs, ils vont dire, il y a détection d'ondes, machin et tout. Donc voilà pour les ondes gravitationnelles, et c'est sûr que ça va ouvrir une nouvelle astronomie. Mais il n'y a pas que les ondes gravitationnelles qui vont ouvrir une nouvelle astronomie pour les astronomes. Il y a aussi, pas si longtemps que ça, le LHC, donc le Large Hadron Collisionnaire, le grand collisionneur de hadrons, qui se trouve entre la France et la Suisse, aux alentours de Genève. Ce tunnel qui fait 27 km de long, enfin de circonférence, plutôt, pas de long, de circonférence, puisque c'est un cercle. Il y a des détecteurs dedans, donc Atlas, CMS, enfin je ne me rappelle plus de tous les détecteurs qu'il y a dedans. Et donc, ces détecteurs ces détecteurs, donc le LHC, ont découvert une nouvelle particule. Donc vous savez, il y a quelques années, ils avaient découvert le boson de Higgs, cette fameuse particule qui manquait aux physiciens des particules, qui manquait pour savoir c'était la particule manquante qui donne la masse à toutes les autres particules. Cette particule, on l'appelle le boson de Higgs. Parce que Peter Higgs, physicien américain, qui a découvert, qui a émis l'hypothèse de l'existence du boson de Higgs.
Et donc, le LHC l'a découvert il y a quelques années, tout ça et tout ça. Et donc, beaucoup de scientifiques à cette époque-là disaient « Oh ben ça y est, c'est fini, même si le grand collisionneur de Hadron n'a pas tourné à fond à l'époque pour trouver cette particule, c'est fini, terminé, on en arrête là. La physique des particules s'arrête là, on a trouvé la dernière particule. » Eh ben non. Eh ben non, parce qu'ils ont trouvé une particule qu'ils appellent la particule de X. La particule X. La particule X. Hein. Donc cette particule, qu'est-ce qu'elle a de mystérieuse? Elle a qu'elle se trouve dans ce qu'on appelle la preuve expérimentale, un pic là où il ne devrait pas y en avoir. Ça veut dire que sur les écrans des ordinateurs des scientifiques qui contrôlent le LHC, il y a donc une courbe qui se forme, quand il y a une courbe de données qui se forme, quand les particules, les hadrons, se rencontrent dans les détecteurs du LHC. Parce que le LHC, c'est pas qu'un tunnel avec des particules qui tournent en rond comme ça, et puis qui se rencontrent au bout d'un moment, proche de la vitesse de la lumière d'ailleurs. Non, ils font exprès de les faire choquer dans les détecteurs du large hadron collisionnaire. Donc ça a mis un pic là où normalement la physique des particules actuelles dit qu'il ne devrait rien avoir. Et bah ils se sont trompés. Et ils l'avouent, hein, ils disent bah, on ne s'y attendait pas. Donc le pic apparaît aux alentours de 750 gigaélectrovolts. C'est inimaginable, c'est une puissance inimaginable. Je crois que même toutes les centrales nucléaires de la planète, je ne suis pas sûr qu'elles fassent autant d'énergie. Donc c'est colossal, donc c'est très lourd, c'est une particule X. La particule X elle est très lourde. Hein, voilà. Donc le détecteur qui a détecté qui a vraiment mis à jour cette particule, il s'appelle CMS. CMS, hein, qui est un gros détecteur hein, qui fait partie du LHC. Et c'est lui qui a découvert cette particule. Donc voilà, le CMS. Donc voilà. Donc maintenant, la physique. Alors, ça engendre plusieurs questions. On sait que l'univers est composé de 4 forces. 4 forces. Hein. Électromagnétique. L'électromagnétique. Les forces nucléaires faibles et fortes. Et la gravité. Et là, avec cette particule, ça pose la question de savoir si il n'y aurait pas une 5e force. Voilà. Donc, la deuxième question que ça leur pose, on sait que l'univers, c'est un univers où on vit dans un univers à 3 dimensions d'espace et la dimension de temps. Alors, il y en a qui m'ont dit hier que j'étais mytho en sciences. La relativité restreinte et générale explique. Alors il faut bien lire les deux théories. Hein, les gars qui m'ont insulté hier de mytho en sciences et puis que j'étais un gros lard et que j'étais tellement gros qu'on pourrait ouvrir un KFC avec moi. Merci pour l'insulte au passage. Donc voilà. On sait qu'on vit dans un monde à 4 dimensions. Et pourquoi 4 dimensions? Parce que donc l'espace, les 3 dimensions d'espace et la dimension de temps, elle est importante. Parce que là, en ce moment, je suis en train de vous parler devant ma caméra. Je suis en train de vous expliquer la particule X qui a été découverte par le LHC il n'y a pas très longtemps. En ce moment, vous voyez, je ne bouge pas là. Je suis assis sur une chaise, je ne bouge pas. Et pourtant, on se déplace dans le temps. Puisque là, ma caméra, je vois qu'il y a les secondes, les minutes qui défilent. Que je vois que la vidéo commence à faire longue, donc je vais bientôt m'arrêter. Mais, donc le temps existe aussi. L'espace-temps, le temps, la dimension temps, elle est valable, elle existe, on peut pas l'enlever. Donc on est déjà dans un univers à 4 dimensions.
Et bien cette particule X nous dirait, est-ce qu'il n'y en aurait pas une 5e dimension? Alors attention, hein, je fais des gros guillemets parce que tout ça pour le moment c'est juste des questions qui se posent. Hein. C'est pas, attention, n'avez pas dit à Fred, il a dit ouais on est dans un monde à 5 dimensions. Non, j'ai pas dit ça. Ouais on est dans un monde à 5 forces. Non, j'ai pas dit ça. Je dis qu'en ce moment on se pose des questions à cause de cette particule. Elle fait poser des questions. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de dire. Faut pas aller dire ce que j'ai pas dit. Ok? Je suis pas un mytho en science. Donc ne dites pas ce que j'ai pas dit. Voilà. Donc, ceci dit, petit coup de gueule pour ceux qui m'ont insulté hier. Ils se reconnaîtront. Parce que quand on fait des chaînes sur des jeux vidéo, hein, que moi j'en ai jamais joué à des jeux vidéo de ma vie. J'ai jamais joué à des jeux vidéo de ma vie. Et ça m'intéresse pas les jeux vidéo. Je trouve ça abrutissant, les jeux vidéo. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent jouer aux jeux vidéo, ils jouent aux jeux vidéo. M'en fous. Ça les regarde. Mais moi, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, ça m'intéresse pas. Voilà. Et donc, on se pose aussi d'une question qui a longtemps qu'on se pose. Est-ce que la supersymétrie existe? Cette cette dernière particule qu'on a trouvée, la particule X dans le LHC, ouvre les portes de cette supersymétrie. Parce que cette particule, elle est tellement bizarre, tellement massive, et elle a été trouvée à une énergie qui normalement il ne devrait rien avoir, qu'on se demande si ça ouvrirait pas à une nouvelle physique qui s'appelle la supersymétrie. Voilà, c'est tout simple. Donc les physiciens des particules, le boulot n'est pas fini, vous avez encore des choses à faire. Voilà. D'ailleurs, ils le disent dans Science et Vie. Voilà, je vous présente le journal où il y a l'article Science et Vie. Alors, c'est Science et Vie, c'est le numéro 1184 et c'est le numéro du mois de, je vous dis pas de conneries, du mois de mai 2016. Je pense que vous le trouvez encore en kiosque. Allez vite courir chez votre buraliste, marchand de journaux. Voilà, achetez-le, abonnez-vous à Science et Vie, parce qu'ils ont besoin de gens. Il y a aussi Science et Avenir qui parle des ondes gravitationnelles, et c'est aussi un numéro du mois de mars 2016, c'est le numéro 829 de Science et Avenir. Allez-y, courez, achetez, abonnez-vous. Hein. Et bien sûr, Ciel et Espace, n'oubliez pas Ciel et Espace. Je vous ai présenté celui d'hier que j'ai reçu, que j'ai pas encore commencé à lire. Et celui-là, c'est celui du mars-avril 2016. Alors, Ciel et Espace, depuis peu, ce n'est plus un mensuel, il est sur 2 mois. On le reçoit pour 2 mois, maintenant. Voilà. C'est un bimensuel. C'est pas un bimensuel, j'allais dire une connerie, mais on le reçoit tous les 2 mois. Voilà. Voilà. Donc celui-là, c'est le numéro 546 de mars-avril 2016, Ciel et Espace, ondes gravitationnelles, la nouvelle astronomie. Bien sûr, il y a d'autres articles intéressants dessus. Hein. Il n'y a pas que ça. Voilà. Ciel et Espace, je fais des placements de produits gratuits, je le dis, c'est gratuit. Je ne touche rien, ils ne savent même pas que je le fais. Voilà, Science et Vie, Science et Avenir, c'est des journaux qui, pour moi, qu'on mérite d'en parler. Et puis, bien sûr, il y en a d'autres pour la recherche, tout ça. Allez-y, 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 allez-y. Hein, bon, j'en ai pas là pour la recherche, mais allez-y, allez-y, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Lisez, 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 lisez. La littérature est très importante en science. Très, très importante. Je vais vous donner une dernière info. On en a parlé peut-être à la télé, oui on en a parlé à la télé, on en a parlé dans les journaux, on en a parlé à plusieurs endroits. Donc je vais vous laisser parce que ma batterie commence à être faible. Donc voilà, je vous laisse, c'est la planète, la 9e planète, peut-être qu'on a trouvé. Je vous en parle pas trop parce que pour le moment ça a été fait par des simulations informatiques. On ne sait pas vraiment si elle existe ou pas dans le système solaire. Mais voilà, la 9e planète, allez lire les Ciels et Espaces, les Sciences et Avenir, les Sciences et Vie, ils en parlent. Allez sur internet. Mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred.